Alors, bienvenue dans cette nouvelle masterclass, les 5 secrets pour obtenir son financement immobilier à coup sûr. Aujourd'hui, on a voulu donc s'intéresser spécifiquement au financement immobilier parce que finalement, c'est un sujet essentiel. Voilà, sauf si vous achetez cash, mais même si vous aviez la possibilité d'acheter cash, on vous préconiserait, compte tenu du marché, d'acheter à crédit parce que ça permet d'avoir un effet de levier et d'avoir un enrichissement. Alors justement, quand on parle d'investissement immobilier, de quoi parle-t-on? L'idée, en fait, c'est que l'immobilier aujourd'hui, c'est quasiment le placement préféré des Français, à la fois parce qu'on a un attachement à la pierre, à la fois parce que ça progresse d'année en année de façon presque mécanique. Alors attention, hein, c'est pas automatique non plus, c'est pas comme les antibiotiques. Et puis parce que finalement, effectivement, ça permet d'amener des revenus stables. C'est une des seules classes d'actifs qui s'achètent à crédit. C'est-à-dire que je peux acheter un bien immobilier alors que je n'ai pas d'argent et le faire travailler et avoir une rentabilité pour ce faire. Donc derrière, comme on vous l'indique, ça peut être fait soit en achetant en direct un bien pour l'occuper ou pour le louer, ou en investissant dans une société qui va exploiter un patrimoine immobilier, société que je peux avoir créée avec mes proches, ou société collective dans laquelle je peux me m'associer. Alors, aujourd'hui, encore une fois, en 2021, malgré le Covid, malgré tout ça, investir dans l'immobilier, c'est une opportunité en or. Pourquoi? Parce que c'est un investissement qui est facile et accessible, qui permet d'étoffer son patrimoine et ce même avec des biens. On trouve des biens aujourd'hui à 25 000 à 30 000 euros. Alors forcément, hein, vous aurez un niveau d'enrichissement qui est proportionnel, mais qui permet vraiment de commencer à construire quelque chose au fil du lot, d'avoir des avantages fiscaux attractifs pour le coup, d'avoir aussi un complément de revenus et puis de finalement se lancer dans l'investissement en prenant peu de risques. Encore une fois, il y en a, il faut faire attention, il faut bien regarder, mais on est quand même sur quelque chose qui globalement est facile à faire. Alors, aujourd'hui, comme promis, on va vous révéler 5 secrets. Un, les avantages du crédit immobilier. 2, la stratégie pour l'obtenir à coup sûr. 3, comment on détermine son budget. 4, comment on fait pour avoir un dossier béton. 5, comment on négocie comme un chef avec la banque. Alors, les avantages du crédit immobilier. Comme vous le savez, les taux sont extrêmement bas. Quand j'ai commencé il y a quelques années de ça, je crois que c'était en 2014 sur la négociation des crédits, pour le coup, je me souviens que la première fois qu'on a obtenu avec un client un taux en dessous de 3% sur 25 ans, on était en train de faire la fête, quoi, en fait, pour le coup. Et le client m'avait offert une bouteille de champagne en me disant que c'était extraordinaire. Pour les plus jeunes d'entre nous, je vous rappelle que dans les années 80, on empruntait quasiment à 13%. Alors bien sûr, le marché n'était pas le même, l'inflation n'était pas la même chose. On était sur des marchés différents. Et il faut toujours mettre en corrélation le montant de l'inflation avec le montant des crédits. Euh, bon, parce que forcément, ça a un impact, mais je vais pas le détailler là parce que sinon on va s'éloigner du sujet. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que emprunter n'a jamais coûté aussi peu cher. Et si on raisonne en investissement locatif, vous avez par exemple aujourd'hui, on vous dit ça aujourd'hui, allez, bon là on vous a mis que des stats de mai 2019 au plus tard, mais sur 25 ans vous empruntez sur une moyenne à 1,42, alors que quand vous mettez le bien en location, vous pouvez probablement faire une rentabilité brute entre 4 et 5%. Je pense que vous visualisez, on emprunte moins cher que ce que ça peut rapporter. Donc ça n'a jamais coûté aussi peu cher. Il y a plein de raisons à ça. C'est censé être assez durable encore, malgré la crise, parce que l'Union européenne a cette envie de maintenir des taux bas pour inciter les gens à acheter, à investir, parce que ça fait travailler l'économie. Alors, comme je vous le disais, ça permet de constituer un patrimoine. Hem, il y a une discussion souvent qui revient, est-ce qu'il faut être locataire, propriétaire? Pareil, on pourrait pratiquement passer 1 heure là-dessus et je pense qu'on fera plutôt une conférence en live avec ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires si ça vous intéresse. D'échanger sur le sujet parce que aujourd'hui, en fonction de où on habite, des objectifs qu'on a, des stratégies qu'on poursuit, euh, acheter pour sa résidence principale, c'est pas forcément pertinent. Pour autant, acheter tout court, ça a du sens. Et ce qu'il faut se dire en fait aujourd'hui, voilà, c'est que finalement, constituer un patrimoine, c'est pas forcément acheter pour soi, c'est acheter.
mettre en location, exploiter. Ça peut être aussi pour soi. Ça peut même être, j'ai des clients qui font le mélange des deux, qui est assez intéressant, où ils achètent une maison et puis il y a une partie pour eux, une partie pour quelqu'un d'autre. J'ai un client qui l'a fait aussi sur un appartement où il a acheté finalement un duplex, il a redivisé en deux, il a gardé le haut, il a mis en location le bas. Et et c'est très intelligent parce que ça permet, grâce au crédit, de se constituer un patrimoine en partant de zéro. Troisième point, défiscalisation. Alors, vous avez entendu parler peut-être de la loi Pinel ou de la loi Malraux ou du LMMP ou encore des monuments historiques. En gros, on est dans de l'investissement immobilier qui, en plus d'avoir les avantages qu'on connaît déjà, c'est-à-dire un, acheter à crédit, 2, encaisser des loyers, vous permet 3, de récupérer une réduction d'impôt. Alors attention, la carotte fiscale, elle est très intéressante. Il faut encore une fois bien comprendre le mécanisme, bien comprendre ce qui est recherché derrière, parce que c'est toujours pareil. L'erreur, souvent, si je prends la loi Pinel, c'est franchement une très bonne loi. Et on vous fera aussi, je pense, une vidéo à l'occasion là-dessus, si ça vous intéresse, ou en live. Et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si ça vous intéresse, d'ailleurs, qu'on développe ce sujet-là. Mais c'est une bonne loi si elle est utilisée correctement. Quand j'entends des gens qui me disent je vais faire de la loi Pinel pour dégager du cash flow, eh ben non, ça marche pas. La loi Pinel, c'est une loi qui a de l'intérêt pour créer du capital. Par contre, effectivement, de facto, elle est quasiment systématiquement en cash flow négatif. Il y a quelques exceptions, si on va chercher dans les dom-toms, etc. Et si on bricole un peu sur les financements, on peut trouver des exceptions à mon propos. Mais elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour permettre de se constituer un patrimoine. Donc, si vous voulez, une autre raison de passer par le crédit immobilier, effectivement, c'est d'utiliser le système de défiscalisation et de transformer ces impôts en patrimoine. Par contre, pour que ça marche, la clé, toujours la même, la préparation, la préparation, la préparation, il faut anticiper sa demande. Alors, dans un premier temps, les étapes pour trouver un bien dans l'ancien ou dans le neuf, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose. Un, il faut trouver le bien. Deux, il faut faire une proposition. Trois, il faut signer un compromis. Quatre, il faut lever le délai SRU de rétractation. Cinq, il faut lever les conditions suspensives. Six, bien sûr, il faut récupérer son offre de prêt et la signer et l'envoyer à la banque. Et sept, il faut signer chez le notaire. Si on regarde dans le neuf, c'est globalement la même chose. C'est juste qu'on ne fait pas une proposition, on pose une option, on signe pas un compromis, on signe un contrat de réservation. Mais globalement, ensuite, le principe derrière, globalement, est le même. Et si, bien sûr, à la fin, dans le neuf, très souvent, quand vous signez chez le notaire, vous ne n'emménagez pas immédiatement puisque l'appartement est en cours de construction. Donc forcément, il y a un décalage qui change deux, trois trucs dans le financement. Mais voilà, ça, c'est les étapes classiques, ce qu'on peut appeler la ligne de vie d'un dossier de financement. Ce qu'il faut avoir en tête, pour le coup, c'est que en fait, finalement, on a un temps qui passe vite parce que finalement, on a 45 jours pour trouver le financement. Et pourquoi 45 jours pour trouver le financement? C'est court. Tout simplement parce que d'une manière générale, si vous essayez aujourd'hui d'avoir un rendez-vous à votre banque, vous verrez ils vont avoir du mal à vous recevoir en moins de 15 jours. Pour constituer un dossier et faire une analyse, souvent, c'est aussi quelque chose qui prend une semaine à 15 jours. Pourquoi? Parce que il y a un process, le banquier collecte des papiers, obtient un accord de sa direction, obtient un accord de la garantie, vous sort une proposition officielle et vous obtient une offre de prêt. Donc tout ça, en fait, c'est un process qui prend généralement 15 jours, 3 semaines. Alors vous allez me dire, oui, mais 45 jours, finalement, on est à la moitié du chemin. Oui, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, dans la négociation d'un crédit, faire jouer la concurrence, c'est essentiel. Et donc finalement, alors que ce soit avec un courtier, que ce soit avec une autre banque, si vous voulez avoir le temps de comparer des offres à peu près équivalentes et de faire jouer la concurrence, vous vous rendez compte que les 45 jours sont vraiment, vraiment très courts. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper. L'étape d'après, forcément, c'est de déterminer son budget. Alors, avant de déterminer son budget, déjà, il faut regarder son cahier des charges. Dans le cahier des charges, les questions qui reviennent, est-ce que je veux une maison? Est-ce que je veux un appartement? Est-ce que je veux du neuf? Est-ce que je veux de l'ancien? Est-ce que je suis prêt à faire des travaux? Est-ce que je veux un jardin, une terrasse, une loggia, un garage? Je veux être à proximité des commerces, à pied, en voiture, proximité des transports, à pied, en voiture. Qu'est-ce que je veux comme service? Type d'école, la poste, la mairie, l'église, les crèches, etc. Enfin voilà, faut se déterminer un peu son cahier des charges. Et dans un premier temps, je vous invite vraiment à être soyez nos limites. Mettez-moi ce que vous voulez, listez. Je vous invite vraiment, encore plus si vous êtes en couple, parce que ce sera plus facile, à prendre une feuille, à lister tous les critères que vous voulez. Et ensuite,
vous faites des recherches et vous vérifiez vos possibilités. Ce que j'entends par faire des recherches, c'est vraiment, vous allez sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur PAP, sur des sites d'agences immobilières, peu importe en fait, et vous regardez si ce que vous cherchez existe. Parce que déjà, des fois, ce qu'on cherche n'existe pas. Ensuite, si ce que vous cherchez existe, ça va vous donner une fourchette de prix. Là, je vous invite vraiment, vous faites un screenshot ou vous imprimez la page en PDF, entre guillemets, pour avoir finalement une fourchette de marché. Vous savez que dans ce que vous cherchez, bah, c'est entre 220 000 et 260 000 euros, prix bas 220, prix haut 260 000, ce qui vous permet déjà d'avoir une idée très précise de ce dont vous avez besoin. Et puis, bah là, on va arriver à déterminer les ressources et à savoir si ça passe. Alors, dans un premier temps, bon, vous pouvez directement appeler un courtier. Dans les équipes, on a des gens qui font ça très bien. On a des partenaires qui font ça aussi très bien. Vous pouvez cliquer sous le bouton. Normalement, vous avez de quoi prendre un rendez-vous. Mais avant même ça, dans les premières étapes, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, la banque, en gros, elle veut pas que vous dépassiez 33% de revenus, idéalement 37, et elle l'a fait sous, enfin 35 max, 35 idéal, 37 maximum, et ça, ça a été mis en place sous l'égide de Bercy. Avant, il y avait pas de règles. On avait des gens qui faisaient du 42%, du 43% de taux d'endettement. On regardait finalement principalement le reste à vivre. Et aujourd'hui, ça a changé depuis 2019 parce que sous l'égide de Bercy, ayant peur d'avoir un système bancaire qui un jour s'effondre ou d'avoir trop de défauts de paiement, l'État a dit bon, on va essayer de rester autour des 33%. Pourquoi 33%? Un tiers pour le logement, un tiers pour manger, le reste pour la consommation et les loisirs. Statistique INSEE pour le coup. Donc ça veut dire que la première étape, c'est qu'il faut calculer son salaire net. Son salaire net, alors ayez en tête deux choses. Un, la banque prend souvent en compte ce qu'on appelle le net fiscal sur votre feuille d'impôt. Donc le net fiscal avant impôt. Forcément, ce qui généralement vous donne à peu près votre salaire. Deuxième méthodologie, si vous voulez calculer à peu près simplement, vous avez des banques qui prennent salaire brut, on enlève les 23% de charges sociales et ça donne le salaire net avant impôt. On regarde toujours avant impôt, pour l'instant c'est la norme, c'est ce que tout le monde fait pour calculer le taux d'endettement. Troisième point important, si vous avez la chance d'avoir des primes, quand on calcule le salaire net, la banque veut calculer un salaire pertinent. Elle va vous prêter de l'argent pendant 25 ans. Donc si là, vous avez fait 2 mois exceptionnels avec des primes, c'est top. Mais elle va pas prendre le risque d'augmenter les calculs si elle a le sentiment que c'est pas pérenne. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a une logique de prime, on fait souvent une moyenne sur l'année, voire même, comme pour les indépendants, sur 3 ans. Donc ayez en tête que quand on a des revenus variables, ce qui permet à la banque d'avoir une meilleure visibilité et de sécuriser, c'est de regarder la moyenne sur 3 ans. Alors des fois, j'ai des clients qui me disent oui, mais monsieur Alcide, j'ai mon tableau d'avancement, je vois bien, notamment quand je suis fonctionnaire, je sais que dans 2 ans, je vais avoir ça, dans 3 ans, je vais avoir ça, dans 4 ans, je vais avoir ça. Oui, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la banque, elle se base sur des éléments tangibles, factuels, pertinents du moment. Donc, concrètement, si jamais elle a le sentiment que c'est pas clair, pour le coup, elle va pas y aller en fait, concrètement. Et en même temps, si vous étiez à sa place et que vous deviez me prêter de l'argent et que je vous disais: «Ouais, vous inquiétez pas, avoir 50% de plus de rémunération dans quelques temps», vous seriez pas forcément serein pour me faire le prêt. Donc ayez ça en tête, entre guillemets. Donc première étape, calculer son salaire net précisément. Un dernier point très important sur le salaire net, les indemnités là qu'on peut avoir, notamment par exemple quand vous êtes chauffeur routier, vous êtes en déplacement et que vous avez des paniers repas, tout ça ne rentre pas dans le salaire net. La règle de base, c'est que c'est de l'indemnité, c'est quelque chose qu'on vous verse, comme les remboursements de frais, parce que c'est de l'argent que vous avez dépensé ou que vous allez dépenser, dont vous avez besoin pour votre activité. Donc attention, attention à ça. C'est votre, comment dire? Il faut bien se rester sur le salaire, ce qui rémunère votre travail. Si vous êtes chef d'entreprise, à minimum moyenne sur 1 an, généralement moyenne sur 3 ans. Ensuite, on calcule donc le taux d'endettement, comme je vous disais, 33%
du salaire moyen, ce qui vous donne finalement le budget, la mensualité que vous êtes capable de payer. Là, une fois que vous avez cette mensualité que vous êtes capable de payer, vous allez dans tous les calculateurs que vous pouvez trouver sur les sites web, vous financez, Meilleur Taux, CAFPI, La Centrale, enfin bon voilà. Vous rentrez le salaire, la mensualité max que vous obtenez et vous mettez généralement la durée max que vous êtes prêt à payer. Donc est-ce que c'est 15 ans, est-ce que c'est 20 ans, est-ce que c'est 25 ans, et ça vous donne le budget. Alors comment on détermine est-ce que c'est 15, 20 ou 25? L'idée est très simple. La banque généralement aime bien quand le crédit se termine avant vos 65 ans. Pourquoi? Parce que c'est vos revenus du travail. Donc ayez en tête que si ça se termine avant vos 65 ans, vous pouvez mettre la durée maximum, 25 étant le max, et puis après durée minimum, vous voyez l'idée. Si jamais le crédit se termine après, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, souvent la banque a besoin de considérer que votre salaire net va se baser non pas sur ce que vous touchez aujourd'hui, mais sur les revenus de votre retraite. Deuxième facteur important, si d'aventure vous prenez donc à ce moment-là les revenus retraite que vous allez avoir, l'assurance coûtera mécaniquement plus cher. Là, de la même façon, ça c'est des dossiers, on sort un peu de la norme, n'hésitez pas, vous cliquez sous la vidéo, vous prenez contact avec les équipes, on vous fera les calculs pour le coup. Ensuite, on va regarder un dernier point qui est important, on va regarder le reste à vivre. Est-ce que vous avez un reste à vivre qui est suffisant? Alors qu'est-ce que c'est que ce gros mot? En fait, l'idée est très simple. Euh, Même si le taux d'endettement il respecte les 33%, généralement la banque aime bien être sûre que vous allez avoir suffisamment pour manger et que, comme dit l'expression populaire, vous n'allez pas manger des pâtes à la fin de à la fin du mois. Enfin, les pâtes c'est très bon, mais pas que des pâtes en fait concrètement. Alors le reste à vivre c'est quoi? Pour un célibataire, on considère qu'une fois que le crédit est payé, il faut au moins qu'il lui reste 800 euros. Pour un couple, on va être sur du 1200 euros. Puis si on rajoute les enfants, généralement on va rajouter 250 euros par enfant. Donc vous regardez ça et ça vous permet de vous dire ah ça marche. Et si jamais, bien sûr, votre reste à vivre n'est pas suffisant, et ben vous diminuez. En gros, hein, vous avez compris, on joue sur deux variables, taux d'endettement, reste à vivre, et on prend le chiffre le moins intéressant des deux. Forcément, c'est le jeu puisque le but c'est de minimiser le risque que prend la banque. Et puis après, toujours sur votre budget, là pour être à l'aise, pensez bien aux charges de copropriété, taxes foncières, etc., etc. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, on rentre dans le cœur du sujet. Comment on prépare un dossier? Comment on prépare un dossier? Je vous invite hein, aujourd'hui à l'ère du numérique à vous faire un Google Drive ou un Dropbox ou un truc qui vous permet d'avoir toutes vos pièces à un endroit. Et en fait, la structure du dossier, en fait, ça permet de voir la solidité de votre profil, la pertinence de l'évolution. Et en fait, il y a toujours cinq familles de documents. Première famille de documents, tous les documents qui permettent de savoir qui vous êtes. Très simple. Carte d'identité, passeport, livret de famille, contrat de Pacs, divorce, en fait tout ce qui montre un peu votre situation maritale et est-ce que vous avez des enfants ou pas, taxe d'habitation qui existe, qui devrait disparaître un jour, et puis le RIB et enfin un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Avec ça, la banque sait qui vous êtes, qui est votre famille, et souvent ne perdez pas ça de vue, la banque aime bien raisonner sous forme de foyer, parce que même si vous êtes marié en séparation de biens, si demain vous avez plus de revenus, votre femme, elle devrait quand même utiliser une partie de votre salaire pour vous aider à manger. Ou alors c'est vraiment dur. Vous voyez ce que je veux dire. Donc même si des fois on me dit oui non mais je suis en séparation de biens, les revenus de l'autre ne comptent pas. Ouais, mais en fait à partir du moment où vous vivez ensemble, ça va pas forcément compter directement dans le calcul, mais on va quand même les regarder. Deuxième point, on va s'intéresser à vos revenus. Pour savoir en fait quels sont vos revenus, on va vous demander vos 2 derniers avis d'imposition, voire vos 3 derniers avis d'imposition quand vous êtes indépendant. Si vous êtes indépendant toujours, on va vous demander forcément vos dernières 2035 ou 2031, vos 3 derniers bilans, le CABIS, les statuts pour savoir un peu qui travaille dans la société, etc. Si vous êtes salarié, on va vous demander vos 3 dernières fiches de paye. Si vous avez la chance d'être et chef d'entreprise et salarié, me donnez pas que vos fiches de paye. C'est pas des lapins de 6 semaines. Les banques, ils font des petites recherches quand même, etc. Et donc, il faudra donner, vous l'aurez compris, le bilan, les statuts, le cabis et les fiches de paye pour avoir une vision d'ensemble. Et puis, on va s'intéresser finalement à vos sources de revenus non professionnels, allocation familiale, pension retraite, voilà, tout ce qui pourrait vous amener du revenu en plus.
Ensuite, on va s'intéresser à votre patrimoine. Alors, dans votre patrimoine, c'est ce que vous possédez. Donc, ce que vous possédez, imaginons vous possédez déjà un bien immobilier. Bah, à chaque bien immobilier, on va vous demander la taxe foncière, l'attestation de notaire ou le titre de propriété, encore mieux. Généralement, on va vous demander si jamais il y a un crédit sur le bien immobilier, bah, l'offre de prêt et le tableau d'amortissement associé. Si c'est un bien qui vous rapporte de l'argent, bah, on va vous demander généralement la quittance de loyer et le bail de location pour apprécier la stabilité des revenus. Ensuite, la deuxième grande famille de patrimoine, finalement, c'est l'épargne. Et donc, sur l'épargne, on va vous demander bah, une situation de compte, dernier relevé, bilan annuel, ce qui permet à la banque de savoir que vous avez 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Alors, surtout sur l'épargne, des fois, j'ai des clients qui me disent ah oui, mais j'ai 100 000, mais j'ai donné que 30 000 parce que je veux pas mettre les 100 000. En fait, la banque vous demande pas de savoir si vous avez 100 000 euros pour savoir si vous êtes capable de les mettre ou pas. C'est pas son sujet. Son sujet, c'est de comprendre quelle est votre surface financière. Et ayez ça en tête, hein, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître. Si vous avez 100 000 euros de côté et que vous voulez pas mettre d'apport, ça sera beaucoup plus facile à négocier que si vous n'avez pas d'épargne de côté et que vous voulez pas mettre d'apport. Et oui, parce que la sagesse populaire, encore une fois, a raison. On ne prête qu'aux riches. Non, c'est un peu agressif ce que je suis en train de dire pour le coup, mais ça tombe sous le sens parce que plus vous avez une surface financière intéressante, stable et solide, plus finalement on se rend compte que enfin, la banque minimise son risque et d'ailleurs mettre tout votre épargne vous permettra généralement d'avoir un taux de crédit plus bas parce qu'encore une fois, je vous l'ai pas dit, mais le taux de crédit, c'est composé par quoi? Le coût de l'argent, la marge commerciale de la banque, le risque que la banque évalue sur votre dossier. Donc moins votre dossier est risqué, plus bas sera votre taux. Et puis, forcément, on va vous demander les pièces liées à votre projet. Alors, contrat de réservation, compromis de vente, adresse du bien, notice et plan, devis travaux. Voilà, vous pouvez pas dire à la banque je vais faire des travaux sans lui donner les devis parce qu'encore une fois, la banque préfère que vous ayez un devis factuel et vérifié parce que ça veut dire que vous avez fait la recherche, ça veut dire que vous avez bien ficelé votre projet. Ça évite de se retrouver dans une situation où dans 6 mois après l'achat, vous retournez voir la banque en disant oh, il me manque 50 000 euros. Ah ben oui, mais si vous manque 50 000 euros, vous vous doutez que la banque, ça la fait sourire, mais elle peut pas forcément vous les reprêter si votre taux d'endettement il est taqué. Et si vous, en parallèle de ça, sans ces 50 000 euros, vous pouvez pas habiter correctement la maison, vous vous retrouvez à la porte. Alors avec un peu de chance, vous ferez une émission de télé-réalité avec TF1 et ça sera génial. Pour autant, ça crée un facteur stress certain pour la banque qui vous prête de l'argent. Et si vous étiez à la place de la banque, encore une fois, vous auriez probablement le même facteur stress. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, la banque vous prête de l'argent, mais son objectif, c'est de récupérer son argent sans difficulté. Et puis, un dernier point, on s'intéresse forcément à vos flux financiers qui vont permettre d'évaluer votre comportement bancaire. Et là, ça, c'est le nerf de la guerre. Il faut fournir les 3 derniers relevés de tous les comptes. Et imaginons, vous dites, ouais, mais j'ai un compte chez Boursorama, un compte chez Before Bank, et puis un compte, je sais pas moi, à la Société Générale. Bah, dès qu'il y a des virements entre les comptes, il faut bien fournir tous les comptes. Pas juste un, pas juste l'autre, et vous entendrez cette fameuse phrase qui dit je voudrais voir les comptes miroirs. Alors les comptes miroirs, qu'est-ce que c'est? Si j'ai envoyé 200 euros à la BNP du LCL, et ben sur le LCL je vois moins 200 euros, et sur la BNP je vois plus 200 euros. Et la banque, eh ben, elle veut voir l'intégralité des comptes pour avoir une vision d'ensemble de votre situation. Et puis, dernier point qu'il faut fournir ici, c'est tout ce qui est tableau d'amortissement, des crédits en cours ou des crédits renouvelables, pour le coup, pour que la banque puisse avoir une appréciation complète de votre taux d'endettement. Alors maintenant que je parle du taux d'endettement, vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé des fameux 33, des fameux 35%. Et je vous disais, vous faites salaire fois 33% égale mensualité. Oui, si vous avez un crédit en cours, dans ces cas-là, on fait bien salaire fois taux égale chiffre. Imaginons donc que vous gagnez 3 000 euros. 30% de 3 000 euros, c'est 1 000 euros. Mais si vous avez 200 euros de crédit conso, bah à ce moment-là, vous ne pouvez pas emprunter 1 000 euros. Vous pouvez emprunter seulement 1 000 moins 200 égale 800 euros. Voilà. Ça, n'hésitez pas, vous mettez pause, vous recommencez si jamais c'est pas clair ce que je vous ai dit. Ça vous donnera une idée. Alors, je traite pas ici, pareil, les investisseurs avec le taux d'endettement en différentiel ou le taux d'endettement en classique. Pour ceux que ça intéresse, pareil, vous nous contactez, on vous expliquera ou vous mettez un commentaire sous la vidéo et on fera une vidéo dédiée, je pense. Pour augmenter vos chances de réussite, 4 points
Il faut assainir ses comptes, avoir des comptes simples, mais je vais vous expliquer. 2, avoir un profil épargnant. 3, être prêt à donner des contreparties. Et 4, faire preuve d'une diplomatie à toute épreuve. Alors, quand je dis assainir vos comptes, forcément, on va commencer par les évidences. Pas de chèque rejeté, pas de rejet de prélèvement, pas de commission d'intervention. Voilà, parce que tout ça, bah forcément, si encore une fois, vous allez voir une banque en disant coucou, prête-moi de l'argent, et que la banque, elle voit que vous avez des problèmes et que vous êtes fiché Banque de France, même vous voudriez pas prêter. Après, derrière l'idée d'assainissement des comptes, il y a un deuxième point. Des fois, j'ai des clients qui ont des comptes qui sont très bien, mais qui sont compliqués à comprendre. Ce que j'entends par compliqué à comprendre, c'est parce qu'ils font énormément de virements, ils vont retirer de l'argent. J'avais un couple de clients qui achetaient rue des Amours dans le 91, ça m'a marqué forcément. Eux, ils avaient une pratique qui était très amusante, c'est que dès qu'il y en avait un qui payait quelque chose, un resto, un truc pour la maison, l'autre lui faisait systématiquement le virement de la moitié des fonds. Alors, autant vous dire qu'en termes de gestion financière, on apprécie, au moins j'ai pas de doute sur le fait qu'ils étaient carrés sur leur compte. Le problème, il est où? C'est que finalement, on avait quasiment 9 ou 10 pages d'écriture, et forcément, vu que le banquier, dans son travail, il doit vérifier tous les virements entre les comptes, bah, le gars, quand il a vu le dossier, il s'est arraché les cheveux en disant mais attends, voilà. Donc ça, pensez que la personne qui va lire votre dossier, plus vous lui simplifiez la vie, plus elle a envie de dire oui, plus elle a envie de dire oui, plus vous avez de bonnes conditions, plus vous avez de bonnes conditions, plus vous avez un meilleur crédit. Deuxième point, ayez un profil d'épargnant. La banque, elle aime bien les épargnants. Elle aime bien les gens qui mettent des sous de côté. Pourquoi elle aime bien les gens qui mettent des sous de côté? Parce que ça la rassure. Si demain, vous faites un crédit de 200 000 euros, mais que vous avez 80 000 euros de côté, que vous ne mettez pas dedans, autant vous dire que le risque, il est limité. Parce que la banque, elle se dit, ah, ce garçon consomme pas trop, ce garçon, finalement, a des ressources, quoi, en fait, entre guillemets. Troisième point, les contreparties. La banque aujourd'hui, dans les faits, elle fait un crédit. Alors la loi est devenue claire, on n'a pas le droit d'imposer au client qui fait un crédit d'ouvrir un compte, enfin si, mais surtout on n'a pas le droit de l'obliger à prendre des moyens de paiement, une assurance, etc., etc. Il n'empêche que il n'empêche que la banque, elle fait ça quand même pour ça, en fait, en l'occurrence. C'est-à-dire que elle le fait parce qu'elle veut que vous deveniez client chez elle. Elle veut que vous tentiez l'opération. Et donc, si la banque a le sentiment que vous ne prendrez pas de carte bleue, que vous ne prendrez pas d'assurance habitation, que vous ne prendrez pas d'assurance auto, que vous ne prendrez pas, que vous ouvrirez pas de livret, elle va vous dire restez à la banque où vous êtes. Pourquoi venir chez nous? Au-delà de ça, moi, je vous engage vraiment à faire la démarche. Parce que si vous allez dans une nouvelle banque, vous avez un pied à gauche, un pied à droite, c'est toujours un peu compliqué. Alors ayez en tête que c'est pas parce que vous ouvrez des nouveaux services avec la banque que vous êtes obligé de clôturer vos anciens services. Mais au moins testez-le parce que souvent, moi pour avoir accompagné des gens, souvent les gens quand on les rappelait 6-7 mois après, ils étaient plutôt contents. Aujourd'hui, pourquoi la banque fonctionne comme ça? Parce que comme vous le savez, on a on, on- on a tous beaucoup de travail, on a tous généralement peu de temps et en plus on a généralement une flémingite aiguë sur tout ce qui va être lié à des choses qui sont pas forcément productives. Donc c'est pour ça que la banque sait que aujourd'hui pour attirer un nouveau client, si elle offre pas 130 ou 150 euros, c'est compliqué. Et en fait, son canal d'acquisition client, c'est le crédit immobilier. Et donc pourquoi? Parce que le crédit, bah, vous déménagez, donc tant qu'à déménager, bah, vous pouvez changer d'autres choses. C'est ça le raisonnement sous-jacent de la banque. Et donc, si vous voulez, le point de raisonnement et le point de réflexion qui est vraiment essentiel là-dedans, entre guillemets, c'est de vous dire que si la banque a le sentiment que vous n'allez pas tenter l'opération, que vous n'allez pas tenter le jeu, bah, elle n'a pas envie d'avancer. Elle n'a pas envie d'avancer avec vous. Donc voilà. Donc, je suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter des choses qui n'ont pas de sens. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que il faut essayer de jouer le jeu de la banque pour que la banque ait envie de vous avoir en client, tout en ayant en tête, hein, et ça c'est le dernier point, notamment sur les comptes gratuits. Souvent, regardez le coût du crédit. Souvent, vous avez un coût du crédit à 50 000 euros. Si vous négociez bien, vous allez économiser 10, 15, 20 000 euros sur le coût du crédit. Mais en échange, on va vous demander de prendre une carte bleue qui coûte 5 euros par mois. Si vous faites le ratio, coût, bénéfice-coût, on est pas mal. Un dernier point, diplomatie.
Diplomatie, diplomatie, diplomatie. Si vous voulez, c'est un partenariat. Si vous demain vous allez travailler avec une banque, c'est un partenariat et vous verrez qu'on peut toujours trouver moins cher, qu'on peut toujours trouver une assurance de prêt moins chère, etc., etc. Bon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la banque, comme je le disais tout à l'heure, elle veut que vous soyez client chez elle. Donc, entre guillemets, il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre qu'est-ce que vous prenez chez elle, qu'est-ce que vous prenez ailleurs. Bien sûr, pensez à vous, c'est important. Mais des fois, vous avez des services qui vont coûter plus cher à la banque, mais parce qu'ils sont plus couvrants. Je prends par exemple l'assurance de prêt, c'est un bon exemple. On sait qu'on peut faire économiser aux clients jusqu'à 50% sur le coût de l'assurance de prêt en allant chez un tiers. Et on le sait parce que nous, on le fait, on le fait aussi. Pour autant, dans certaines configurations, il vaut mieux rester à la banque parce que on aura une meilleure couverture, parce que le coût marginal n'est pas si important que ça et qu'on a plus de garanties. Et c'est là où il faut peser à chaque fois le pour et le contre, sachant que le banquier lui aussi a un devoir de conseil. Et s'il sait qu'il vous fait payer 4 fois trop cher pour un truc qui n'a pas de sens, surtout dans votre situation, il n'a pas intérêt à vous inciter à continuer dans cette direction. Donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Faites votre cahier des charges, confrontez-vous à la réalité, démarrez des recherches. Alors ça, c'est important. Allez voir sur le terrain pour de vrai à quoi ressemblent les biens, parce que des fois, on a vraiment une différence entre les photos extraordinaires qui sont prises sur le bon coin par des photographes qui ont dû travailler un jour pour Airbnb et la réalité du bien. Donc ça, c'est vraiment aller sur le terrain, lister toutes vos ressources et puis passer à l'acte. Vous ne serez pas déçus. Alors n'hésitez pas à nous contacter, à mettre des commentaires sous la vidéo et on se retrouve prochainement pour d'autres masterclass.